Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre sur le Mediator, un crime chimiquement pur. Alors, à mes côtés, il y a Irène Frachon, qui donc est médecin pneumologue à l'hôpital de Brest, d'accord, et François Duprat, qui est donc le dessinateur du Mediator. Alors, d'ailleurs, François, pour donner pour faire une petite bio rapide, François, donc, vous avez fait donc l'Académie des Beaux-Arts à Tournai, on est d'accord, et puis ensuite vous avez commencé votre parcours en bande dessinée. On va faire court, mais en gros, pour ne pas me tromper, Léo Casse-Bonbon, L'année du dragon avec Vanilla. Voilà. Et puis ensuite, Space Caribou, ou encore 55 minutes avec Xavier Betaucourt, et donc le Mediator. J'ai fait un petit résumé rapide. Et puis donc Irène Frachon, donc, vous êtes médecin depuis 1988. C'est exact. Voilà. Et notamment, vous avez donc mis à jour des problèmes de santé liés au Mediator. Alors, pour vous expliquer, pour que ça soit plus simple pour vous, sur votre côté à gauche, vous avez donc un écran et dessus, il y aura des planches du Mediator. Donc, vous pourrez suivre avec nous tout ça. Et puis, je vous laisserai aussi à la fin un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, si vous avez des questions à poser. On vous passera un micro, comme ça, si vous avez des questions à poser directement ou à Irène ou à François ou aux deux, eh bien, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Je n'oublie pas non plus, pour le Mediator, donc Irène qui n'a pas été toute seule pour créer cet album. Elle a été aidée donc d'Éric Giacometti, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est scénariste. Et lui, avant d'être scénariste de bande dessinée, il a été journaliste, notamment au Parisien, aujourd'hui en France. Et c'est comme ça, notamment, que Irène l'a rencontré, mais elle nous expliquera ensuite pourquoi, dans quelles conditions. En gros, Éric, il a aussi scénarisé, notamment il a des reprises de Yakari ou encore de Largo Winch. Et enfin, dans ce trio, il y avait un quatuor, puisque avec François, il y avait un coloriste, Paul Bonnat, qui lui non plus n'est pas là. Voilà. Donc c'est un album qu'ils ont créé à 4 pour présenter tout le monde. En gros, je vais vous présenter l'album et ensuite on posera des questions. Voilà. Alors l'album, lui, Irène, en 2007, à Brest. On est à Brest en 2007, à l'hôpital, à l'endroit où vous travaillez. Et vous découvrez que de nombreux patients sont atteints de problèmes cardiaques. C'est assez inexpliqué. Et alors, à ce moment-là, vos recherches se tournent vers le Mediator. Et vous découvrez donc, le Mediator, c'est un coupe-fin, je ne me trompe pas, un coupe-fin, on est d'accord, hein, c'est bien ça ? Moi, je suis pneumologue, donc ça commence avec des problèmes pulmonaires, et puis le poumon est très près du cœur, donc ça entraîne une insuffisance cardiaque, effectivement. Et la première chose qui me fait tiquer, c'est une patiente qui consomme du Mediator. Et le Mediator était présenté comme un antidiabétique. En fait, l'histoire, et on pourra en dire un mot, c'est que c'est pas un antidiabétique. C'est présenté frauduleusement comme un antidiabétique, ce que je ne sais pas à l'époque. C'est en réalité un coupe-fin dérivé d'amphétamine, extrêmement dangereux, et tout ça est dissimulé. Mais en 2007, je ne le sais pas. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il faudra plusieurs années avant que le Mediator soit retiré du marché. Et dans l'album, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite donc à le faire, eh bien, il y a tout le parcours de la découverte, mais encore tout ce qui va se passer après, le Mediator qui est retiré du marché, et notamment tous les procès qui vont avoir lieu. Voilà. Donc en gros, et notamment l'indemnisation des victimes, qui est très importante dans l'album, qui est aussi un point central par rapport à ça. Donc, comment vous avez eu l'idée de raconter cette histoire en bande dessinée, Irène, s'il vous plaît ? Alors, d'abord, merci à tous d'être là, c'est super. Juste, on parle de l'affaire du Mediator, mais je parle d'une affaire avant le Mediator, qui est l'affaire de l'isoméride et du pondéral, qui est un coupe-fin des laboratoires Servier. Et moi, j'ai rencontré les premières victimes de ces coupe-fins quand j'avais 27 ans, en 1990. Donc c'est une histoire extrêmement longue dans le temps. Et il se trouve que Éric Giacometti était journaliste au Parisien
au moment du scandale de l'isoméride, sauf que c'est un scandale qui a été étouffé. Éric Giacometti, dans les années 2000, a essayé de faire sortir ce drame sanitaire et il s'est pris une rafale de procès et complètement écœuré, il a fini d'ailleurs par jeter l'éponge et devenir, pour mon plus grand bonheur, un auteur de thriller et un auteur de bande dessinée. On est devenus amis puisqu'on avait vécu un petit peu la même histoire, l'isoméride de Servier, le Mediator de Servier. Et en 2019, quand commencent les premiers grands procès au pénal, on se dit, mais c'est pas possible, on parle que du Mediator, il faudrait aussi parler de l'isoméride. C'est une histoire de dingue. Et sachant qu'Éric était scénariste de Largo Winch, je lui dis, tu sais Éric, c'est une BD qu'il faudrait écrire. Parce que je me dis, un livre qui ferait plusieurs centaines de pages, qui raconte un scandale sanitaire, ça va vous tomber des mains. Même si c'est quand même une histoire passionnante, mais honnêtement, ça va vous tomber des mains. Et on se dit, il faut que tout le monde sache ce qu'il s'est passé, parce que c'est à l'origine de milliers de morts en France, de dizaines de milliers de grands invalides cardiaques, de centaines de milliers de victimes avec des séquelles au niveau cardiaque. Il faut connaître cette histoire-là. Et on se dit, la BD, c'est génial, parce que on peut faire quelque chose qu'on ait envie de lire et qui puisse s'adresser à des jeunes, à des étudiants en médecine, à des étudiants en droit, en sciences politiques, etc., etc., et à des gens qui ont entendu parler du Mediator. Donc c'est pour nous un outil de pédagogie, de diffusion de connaissances extrêmement puissant. Mais moi, j'ai jamais fait de BD. Ouais. C'était un support, oui, que vous ne connaissiez pas, mais c'était aussi une façon... Oui, c'était quoi l'importance de la bande dessinée par rapport au fait de faire découvrir le Mediator? Pourquoi c'était important que ça soit une bande dessinée? Pour que les gens la lisent. Pour que tout le monde, le plus grand nombre, la lise. Et la lise sans, voilà, je vous dis, de manière, entre guillemets, qui donne envie de lire, qui soit plaisante à lire, même si l'histoire est affreuse. Et pour moi, c'est le miracle de la bande dessinée, c'est que, honnêtement, ça se lit très bien. On parlera du dessin qui joue un rôle majeur, parce que c'est pas un dessin qui pique, c'est un dessin qui vous accroche. Et finalement, vous allez lire un polar médical en bande dessinée. Alors derrière, il y a une intention, c'est qu'il faut connaître l'affaire du Mediator pour savoir comment de telles choses sont possibles en France. Et pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ça? Parce que on se méfie beaucoup aujourd'hui des autorités de santé, des messages sanitaires. Au moment du Covid, il y a eu je dirais une explosion on appelle ça du complotisme, de méfiance. Aboutissant à une véritable paranoïa vis-à-vis des messages des autorités de santé. Et je me suis dit, tant qu'on reste dans le noir, dans le flou, dans l'obscurité, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et il faut comprendre effectivement qu'il peut y avoir des problèmes, d'où ils viennent. Et cette bande dessinée est l'autopsie d'un scandale sanitaire, d'un vrai scandale sanitaire. Voilà. Et donc, François, comment vous êtes arrivé sur ce projet après donc Éric et Irène se soient mis d'accord pour en créer la bande dessinée? Moi, j'arrive. Bonjour. Tiens. Tout le monde. Non. Si ça marche, ouais, comme ça. Moi, j'arrive un peu par hasard. En fait, moi, ça fait plusieurs années que je présente des projets à un des éditeurs de chez Delcourt, qui est Grégoire Seguin. Ça fait plusieurs années qu'il refuse mes projets. Et en fait, je pense que moi, il y avait un projet sur lequel j'avais travaillé en amont avec Xavier Botecourt, qu'on avait présenté en fait à Grégoire. Et c'était un projet sur les soins palliatifs à Roubaix. C'était déjà assez compliqué, assez dur. Et en fait, Xavier a présenté le projet en disant je veux que ce soit François qui le dessine parce que son trait va adoucir en fait l'histoire. Donc, bref, je vais la faire court. Le projet s'est fait, mais pas avec moi au dessin, parce que justement, Grégoire en fait, a estimé que mon dessin était trop jeunesse, vu que je venais de la jeunesse. Et il y a eu plusieurs étapes. Et je pense qu'à un moment donné, cette phrase de Xavier, mon dessin adoucit le propos, en fait, il a dû commencer à y penser au moment où Irène et Éric sont venus le voir. Et donc, du coup, il me l'a proposé. Et comme j'étais libre au niveau du timing, parce qu'il fallait quand même du temps. 2 ans. J'ai bien compris que vous aviez dit 2 ans pour réaliser. Ouais, moi j'ai mis 2 ans. Moi 2 ans, et Irène et Éric 3 ans.
Donc il fallait du temps, quoi. Donc voilà comment j'arrive sur le projet. Donc, c'est ça. On voulait pas un dessin qui pique. Ah. Et tu nous as envoyé quelques planches. Puis là, j'ai adoré. C'est exactement ça qu'il nous faut. Donc on va passer à la partie donc sur l'album pur et la création de l'album. Donc Irène et donc Eric, c'était quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. Et comment vous avez travaillé avec lui, et notamment tout ce qui va concerner la documentation, comment vous avez fait, parce que c'est une somme importante, vous le savez très bien puisque vous avez travaillé dessus. Comment c'était possible de résumer tout ça en très peu de pages, en une pagination beaucoup plus faible, on dirait. On est parti de 150 et on est arrivé à 189. 187. Je te fais grâce de 2 pages. Voilà. Donc pour un dessinateur qui dessine à la main, c'est pas rien, effectivement. C'est un énorme boulot. Moi, je dispose d'une somme de documents colossale, puisque à la fois, je travaille depuis... quand on commence cette bande dessinée, je travaille depuis déjà plus de 10 ans sur le sujet. Et surtout, il y a eu des enquêtes. Il y a eu des enquêtes de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, des enquêtes au pénal. Et je dispose... Et le procès démarre en 2019, le grand procès pénal. Et donc, on dispose d'une masse de documents inimaginables, mais qui sont extraordinairement précieux, parce que ça éclaire tous les aspects de cette affaire-là. Et il y a eu notamment beaucoup de perquisitions qui ont été menées chez Servier et ailleurs. Et donc, on a accès à des documents auxquels on n'a jamais accès. C'est les Mediator Files, vraiment. Et alors, justement, le problème, c'est comment trier là-dedans, parce qu'on aurait pu faire 10 volumes, hein, honnêtement. Et donc, moi, je ne sais pas faire du tout. Et Eric Giacometti, il sait faire. C'est vraiment l'alignement des planètes, parce qu'Eric Giacometti, il connaît cette histoire par cœur, le drame de l'isoméride. La pilule n'est pas passée, il en a beaucoup souffert. Et il est archi motivé, et il sait comment on écrit un scénario, et il sait comment on scénarise une BD. Donc c'est juste génial. Alors il me donne parce que je dis, Eric, c'est monstrueux en fait. Et il me dit, ben voilà, on va prendre un espèce de logiciel là, de partage, qui s'appelle une mind map. Et c'est un espèce de... Donc lui, il travaille, il est à Majorque, toi t'es à Lille, et moi je suis à Brest. Donc on va travailler bien sûr par mail. Et Eric me dit, on se met sur une mind map, ça s'appelle, et on peut dessiner ce qu'on veut représenter, ce qu'on veut dire, quels sont les grands fils du récit. Et on voit effectivement se dessiner, et puis au sein de chaque grand domaine de récit, on peut aller de plus en plus dans le détail. Et on voit comment ça s'équilibre. Et donc ça nous a pris déjà quelques temps. Et parallèlement, on lisait l'ordonnance de renvoi des juges, le réquisitoire, des tas de documents. Et une fois qu'on a déterminé, on avait notamment identifié 3 grands fils de lecture que vous retrouvez dans cette BD. Le fil de toute l'enquête qui commence dans les années 60, qui concerne d'abord l'isoméride, puis le Mediator, jusqu'au procès pénal en première instance. L'appel s'est tenu au début de l'année 2023, donc il n'est pas dans l'album, mais la première instance, et jusqu'au délibéré. Donc ça, c'est le grand récit. Et puis, il y a un fil victime, où on a focalisé sur quelques histoires de victimes, qui sont donc des pages qu'on voit très bien, puisqu'elles sont noires dans l'album, et elles ne sont pas mises au hasard, elles ponctuent l'histoire, et elles permettent de comprendre aussi à la fois l'horreur de cette histoire à l'échelon intime, et aussi comment ces patients n'ont pas été entendus, ont été écrabouillés, notamment par le laboratoire et ses avocats. Et puis bien sûr, pardon de le dire, les grands méchants, les salopards, le laboratoire Servier, c'est une secte violente, criminelle, récidiviste, et qui a été créée par un gourou qui s'appelait Jacques Servier, qui est mort en 2014. Et on est allé rechercher, je dis, il faut qu'on comprenne comment ce laboratoire est né, avec qui, quelle personnalité, les influences, la corruption, la façon dont ce laboratoire a mis la main sur les autorités de santé, sur les sociétés savantes médicales, sur les médecins, sur les politiques. C'est une pieuvre,
Et ça, il faut le raconter. Et on a les documents pour le raconter. Donc, c'est assez terrifiant. Pour ça on aurait pu faire un truc extrêmement noir. Et entre le drame de ces victimes, entre l'affaire très criminelle de Servier, et entre cette immense enquête, il fallait effectivement qu'on puisse, que tout ça soit vivant et soit à la fois sensible et en même temps porteuse d'espoir aussi. Porteuse d'espoir. Oui, parce que donc là sur l'écran, vous voyez donc comment on a travaillé. Ouais. Voilà, comme on a travaillé. Et là, François va pouvoir nous le dire aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un storyboard. Là, en fait, c'est même le scénario, le découpage, en fait. Le découpage, pardon. Que m'envoie Eric. Et en fait, du coup, il me décrit chaque case, quoi. Enfin, donc, il y a les numéros qui correspondent aux cases, en fait, que je dois dessiner. Du coup, il résume rapidement, en fait, ce que je dois faire, en fait, parce qu'il a souvent plein d'idées graphiques qu'il m'envoie. Et parce que moi, j'ai une narration plutôt lente, en fait. Moi, une page comme ça, je pense que pour raconter la même chose, j'aurais mis 10 pages, en fait. Parce que, en fait, je fais des histoires de l'intime, en fait, plutôt. Alors que là, il faut que ça aille très, très vite, quoi. Enfin, il y a 3 informations par case, quoi. Donc, c'est hyper important. Et du coup, à partir de là, moi, je vais chercher ma documentation visuelle. Il y a beaucoup de documentation qui vient déjà de la part d'Eric et d'Irène. Et ensuite, je fais un petit crayonné pour placer les choses à peu près. Et puis après, je vais le mettre au propre. Donc là, c'est juste... ça, il ne le voit pas, en fait. Ce que vous voyez là, en fait, c'est juste pour moi. Et après, des petites recherches rapides. Ouais, complètement, ouais. Pour voir à peu près... En fait, là, il y a des histoires de faire balader l'œil, en fait, sur toute la page pour montrer les choses les plus importantes, quoi. Et ensuite, ouais. Vous avez peut-être une page. Oui. Ah non, ça c'était le recherche, pardon. Ouais, donc, et ensuite, bien évidemment, il y a la planche, mais ça on en parlera après. Alors, on peut en parler maintenant. Donc la planche, quand vous avez terminé donc, ces recherches, ces envies, qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous avez réalisé les planches ? En fait, là, du coup, moi, je passe un crayonné un peu plus poussé là, pour que ce soit lisible pour Irène et Eric. Et ensuite, je vais le scanner et je vais rajouter en fait tout le texte en fait qu'a marqué Eric et qui vont être dans les bulles et qui sont super importants. Et encore, je pense. Non, ouais. Il y en a. Non, t'as pas mis de planche. Si, je l'ai mis, mais j'attends. J'aurais dû te les numéroter. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une planche qui est finie. Du coup, voilà. Et du coup, il y a notamment, je dois dessiner des cœurs, je dois dessiner à l'intérieur d'un cœur. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais j'ai arrêté la biologie, enfin, au lycée, au collège. C'était vraiment le cours bref, enfin, tous les cours à la fin, c'était la même chose. Et du coup, là, pour le coup, quand je dessine un cœur, au départ, je fais un peu n'importe quoi. Hop, j'ai un coup de fil. Irène qui arrive, qui me dit hop, ça va pas. Donc elle me renvoie d'autres documentations et du coup j'essaye de suivre au mieux ce qu'elle dit, puis je retrouve des choses aussi sur internet, donc je recoupe et j'arrive à quelque chose qui est un peu plus crédible que ce que j'ai fait au départ, que vous n'avez pas vu, et il vaut mieux. Et puis il y a les schémas aussi sur l'aorte. Ça, je pense que Irène a dû passer 20 minutes, 1 heure à tout me réexpliquer, alors que j'avais des trucs dessus, non, je comprends rien. Donc il y a pas mal d'allers-retours. Oui, c'est compliqué comme ça, en fait. C'est pas simple quand on est un spécialiste. Parce que le but, c'est que ce soit lisible et surtout compréhensible pour vous, lecteurs, quoi. En fait, je pense que c'est un peu ça qui a été génial, c'est que François n'y connaissait rien et que moi, j'étais ultra technique. Et en travaillant, et Eric, si je puis dire, était au milieu de nous. Je suis désolée pour une pneumologue, je tousse beaucoup. Ce qui est... Voilà. C'est pas le Covid. Je me suis retestée plusieurs fois, mais bon... non, ce qui est génial, enfin si je puis me permettre, hein, parce que moi en fait cette BD je la trouve géniale, mais parce que justement j'imaginais pas du tout qu'il était possible de faire ça. Et c'est un peu dessine-moi un mouton, vous voyez, mais moi je sais pas dessiner. Et faire comprendre des maladies complexes et une histoire complexe, il fallait que ce soit quelqu'un de complètement naïf comme François, et c'est cet échange qui permet de tout à coup de dire bah oui ça fonctionne très bien. François dit moi je comprends là, et je dis moi ça me va. Et alors
pour ceux qui auront envie de lire cette BD, tout le monde me dit, mais c'est hyper clair. Voilà, c'est le Mediator pour les nuls, mais on ne vous prend pas pour des nuls. Et sur le plan donc, de la représentation des 2 maladies que provoque le Mediator, ça a méga bien fonctionné. Donc on a vraiment malaxé on venait de 3 horizons, on a malaxé ça, et c'est vrai que le résultat, moi, m'a vraiment épaté, parce que il y avait tout l'aspect technique sans aucune simplification abusive qui serait fausse, et pourtant c'est extrêmement clair et facile à comprendre. Et donc c'est vrai que toi, il fallait que tu arrives à représenter parfois des choses complexes, et Eric me disait, attends, là c'est trop compliqué, parce qu'il y a des dessins de molécules, etc. Donc Eric aussi avait sa vision, puis moi j'avais l'air de dire, ouais, mais moi je veux aussi qu'on sache qu'il y a ça, puis que ça c'est planqué, que ça s'appelle comme ça, etc. Et en fait, en tournant comme ça, je crois on a réussi à faire quelque chose qui est accessible et qui ne cède pas à la simplification abusive. Donc il y a eu des vrais ping-pong entre vous, fréquents, par mail, par ce genre de choses. Quand vous travaillez avec Irène Frachon, vous l'avez tous les jours au téléphone. Pratiquement. Quand elle ne lâche rien sur les affaires, et tant mieux pour les patients, mais elle lâche rien sur rien. Parce qu'après, du coup, il y a aussi l'étape suivante, qui est l'étape avec Paul Bonnat, donc le coloriste. Moi, pour l'histoire, en fait, Paul Bonnat, c'est quelqu'un qui travaillait avec moi en atelier, donc c'est un copain. Et en fait, quand on m'a appelé et qu'on m'a proposé le projet, moi, je me suis dit, j'ai quand même besoin aussi d'avoir un copain. Parce que là, c'est un sujet qui est quand même assez lourd, donc pour pouvoir parfois peut-être alléger la chose et puis partager aussi d'autres choses. Et en même temps aussi pour l'embarquer dans une aventure humaine et collective dont j'avais envie, quoi, bref. Et j'ai choisi un coloriste qui n'est pas du tout un coloriste réaliste. Il a des idées très particulières au niveau de ses couleurs. Et en fait, il fait de la couleur narrative. Et donc moi, je trouve que ça fonctionne bien. Donc lui, il est parti tout seul dans l'idée en fait, que tous les personnages de Servier seraient en bleu, comme le bleu du Mediator. Donc personne ne lui a demandé de faire ça, c'est lui qui l'a fait. Et du coup, c'est hyper lisible. On voit très bien en fait, en lisant l'histoire quand les personnages de Servier apparaissent, quoi. Et il y a quand même eu donc, ici les schémas. Donc les schémas, pareil, il a fait ses couleurs. Hop, et puis là, du coup, Irène, tac, non, là, ça va pas. Parce que là, c'est important. Il y a des codes couleurs qu'il faut que les médecins, même si c'est pas dans la réalité non plus, mais il y a notamment au niveau des molécules, il y a des codes couleurs qui sont donnés à certaines molécules. Et donc, il faut reprendre les mêmes. Pour le reste, tu fais ce que tu veux, quoi. Le sang bleu, le sang rouge, voilà. Non, il y a eu effectivement, au niveau des couleurs, 3 exigences particulières. C'était une molécule, le sang bleu, le sang rouge et les cheveux. Les cheveux, il fallait que je vieillisse. L'histoire commence quand j'ai 27 ans. Et j'ai dit à François, il faut que tu me ravages à la fin, qu'on voit bien que j'ai plus du tout le même âge. Et en fait, tu m'as bien ravagé, comme il faut. Et pareil, j'ai dit, il faut qu'au départ, je suis vaguement blonde, et à la fin, j'ai des cheveux blancs, ce qui est la réalité, pour qu'on comprenne la profondeur de cette histoire, puisque ça commence quand j'ai 27 ans, et j'en ai aujourd'hui 60. Et de la même façon, il y a des témoins qui ont témoigné au procès, qui avaient été acteurs de cette affaire-là 20 ans, 30 ans avant. Et c'est pareil, j'ai dit, au moment où ils témoignent, il faut qu'ils aient les cheveux blancs pour qu'on comprenne chronologiquement qu'on évoque une affaire qui s'est passée 20 ou 30 ans avant. Donc voilà, c'était il y avait quelques points effectivement sur lesquels j'ai un peu cassé les pieds à Paul, mais il a été formidable et c'est vrai qu'il y a une narration aussi dans la couleur. Là, notamment, on vous voit, Irène, en criant « help », et donc vous avez bien des cheveux plus clairs, puisque vous êtes plus jeune. Oui. Voilà. Alors, normalement, j'avais les recherches de personnages. Ouais, on va revenir en arrière. Ah bah oui. Ding, 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 ding. Je les avais tout à l'heure. Ouais. Ah non, c'est pas ça. Attends. Tiens, ça va s'ouvrir. On les a perdus. Alors, Curieux. c'est curieux parce que je les avais avant. Ouais, moi aussi, je les avais. J'avais tout. On va retrouver, vous inquiétez pas. On va retomber dessus. C'est pas de problème. Ah voilà, on va commencer par Servier. Servier. On va commencer par Servier. Je suis désolé, je voulais qu'on parle d'Irène, mais on trouvera après. Alors, Servier, François, il a quand même
une allure particulière. C'est un homme qui en plus lui aussi vieillit, hein, il est plutôt âgé à cette époque-là. Il a un côté, moi j'ai trouvé un peu Gargamel dans le sens un peu fourbe, mais il fallait pas non plus que ça soit aller trop loin non plus pour perdre le lecteur et être Si que vous ça avez soit un rigolo. smartphone, vous tapez Jacques Servier, vous allez sur Images et vous comprendrez que c'était un bon sujet. Voilà. Et donc François, comment tu as fait pour notamment Jacques Servier, le dessiner? C'est compliqué hein, parce que ce sont des personnages réels. Donc comment ça se passe quand tu es en face d'un personnage comme celui-ci pour le dessiner? C'est compliqué parce que justement, moi, d'habitude, dans toutes mes histoires, en fait, je fais des histoires qui sont, entre parenthèses, avec des personnages qui sont gris, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une part sombre et une part lumineuse. Et donc, moi, je voulais pas forcément forcer le trait sur Jacques Servier, du coup, quand on voit les recherches. Bon. Et en fait, le souci il a certainement été un très joli garçon de 8 ans ou peut-être un beau jeune homme, mais moi, je n'ai des photos qu'à partir du moment où, en fait, il arrive dans la cinquantaine bien entamé, et comme c'est quelqu'un qui est quand même assez maigre, du coup il est de suite très très vite marqué quoi. Et donc il a de suite une tête pour mon fils en fait c'est Monsieur Burns dans les Simpsons. Dans les Simpsons. Donc voilà. Après il est comme ça et donc à la fois moi je veux pas trop le forcer et en même temps Irène me dit vas-y. Oui parce que c'est quand même quelqu'un de et en plus c'est vrai que on est d'accord, c'est quelqu'un d'extrêmement effacé, on le voit pas souvent, il n'est jamais au devant de la scène, c'est fait exprès aussi qu'il se mette pas en avant. C'est un personnage hyper intéressant en fait, narrativement parlant quoi, en réalité, parce que c'est vrai qu'il est quand même derrière en fait, il est pas vraiment, il est là tout en n'étant pas là et en fait ouais il est. Il louvoie comme ça. Ça mériterait qu'on refasse un bouquin sur lui. C'est clair qu'il mérite qu'on s'y attarde parce que et vous le verrez alors en fait on ne force pas le trait. Et j'en ai pour preuve que tout ce qu'on lui fait dire corresponde, il l'a dit ou il l'a écrit. C'est-à-dire qu'on n'a aucune invention par rapport à ses paroles et elles sont effarantes. C'est-à-dire que ce sont les paroles d'un très grand paranoïaque psychiatrique qui malheureusement, comme vous le savez, les paranoïaques peuvent prendre le pouvoir. Ils ont des convictions délirantes, ils n'ont aucune empathie, ils font fi de toute objection et de toute critique qui est considérée comme une attaque, qui est interprétée de cette façon-là, qu'elle vienne de l'intérieur de la boîte ou de l'extérieur. Et on pourra en parler puisqu'il a mis en place une cellule militaire, paramilitaire, absolument effarante. Et donc, l'aboutissement, et ta page est absolument géniale, c'est un discours qu'il a tenu devant ses salariés en janvier 2011, après l'éclatement du scandale du Mediator, où il dit que moi, je fais partie de la Camorra, texto, que je fais partie d'une mafia avec des puissances étrangères pour attaquer la boîte et qu'il n'y a pas de mort, ou il y en a peut-être 3 et qui seraient morts d'autre chose. C'est-à-dire que là, on est de plein pied dans un univers dément, délirant et malheureusement qui a embarqué avec une grande partie de la médecine française, de ses élites, et qui a tué des milliers de nos concitoyens. Donc c'est une histoire folle en réalité parce que Jacques Servier était fou. Derrière, comme un gourou, derrière ce gourou, il y avait des lieutenants, pas fous du tout, mais qui ont compris que la puissance... Les gourous sont charismatiques et ils arrivent à séduire et à mettre sous emprise. Et donc derrière, comme dans toute secte, vous avez les lieutenants puissamment criminels qui ont compris qu'ils pouvaient s'en mettre plein les fouilles, comme son numéro 2, par exemple, qui avait comme salaire mensuel plus de 100 000 euros. Donc voilà. Et tous les journalistes qui ont travaillé autour de l'affaire m'ont dit mais on a l'impression qu'on enquête sur une secte. Et c'est exactement ça, et on a pu, je pense, le représenter. Comme il était réellement. Donc on n'exagère pas, on ne force pas le trait. Les mots sont ceux qu'il a dit, ceux qu'il a écrits, et les traits, allez voir, je viens de vérifier, c'est lui. C'est bien lui. Vous avez souligné en effet que parfois, plusieurs fois dans la bande dessinée, en effet, il y a des notes
qui explique d'où sont tirés, soit de ses livres à lui, ou c'est remis dans le contexte. Donc en effet, il n'y a pas de... Tout est référencé, Voilà. absolument tout est vrai. Mais la réalité dépasse totalement la fiction. Exactement. Donc là, on le voit encore un peu, hein, je vous fais défiler. Il est beaucoup plus âgé, il a beaucoup de médailles, puisqu'il a été beaucoup de présidents de la République lui ont donné des médailles au fur et à mesure. Ça a été de Mitterrand jusqu'à Sarkozy, il me semble. Voilà. Alors la petite histoire, et vous la retrouverez aussi dans la BD, c'est que d'une part, d'abord il y a le culte de l'emploi. Donc en France, c'est 5 000 emplois. Dans le monde, c'est 20 000. Enfin, honnêtement, les emplois en Chine ou en Russie, c'est peut-être moins notre problème. Donc c'est 5 000 emplois, 2 000 morts. Donc c'est le rapport bénéfice-risque. Et pourtant, on continue à valoriser les emplois de Servier, même aujourd'hui. Donc on n'a pas réussi à inverser cette vision folle que l'emploi, parce qu'il est porteur pour les électeurs, écrase tout. Et la deuxième chose, c'est l'argent et la corruption, puisque Jacques Servier a financé, et on en a la preuve, on en a retrouvé toutes les traces, et c'est dans la BD. Et ça n'a pas été attaqué en diffamation, parce que là, malheureusement, on a la vérité, une offre de vérité à faire. Et donc, Servier a arrosé largement tous les pouvoirs, plutôt de droite, voire d'extrême droite, mais aussi de gauche, en passant de Force ouvrière au lobbyiste Henri Nallet, qui était un fidèle de Mitterrand, et son ministre garde des Sceaux, qui a touché plus de 3 millions d'euros pour monnayer son carnet d'adresses. Donc c'est absolument effarant. Et un des sommets de la puissance de Servier, c'est le jour où le ministre de la Santé, Douste Blazy, est nommé. Douste Blazy, c'est un bébé Servier. Il a été, dès le départ, capté par l'entreprise Servier et constamment accompagné dans son chemin politique, financièrement et pas que. François, là, on a une vue d'ensemble d'un décor de Servier, justement, de son usine. Là aussi, donc c'est un plan large. Comment tu as fait pour créer ce genre d'endroit et notamment les décors? En fait, là, j'ai trouvé des photos sur Internet qui m'ont servi vraiment de support, en fait. L'usine ouais. village, hein, qui est du coup près d'Orléans. Et il y a aussi la documentation qui a été fournie par Eric et Irène. Il y a notamment tout un reportage, presque je dirais la gloire de Servier, qui est dans les années 80, où du coup on se balade un petit peu dans ce village-là, quoi. Donc c'est tout ça qui m'a servi graphiquement, quoi. Non. L'église, hein, c'est pas une église, c'est le centre de cette usine village. Et là, les images du coup sont tirées vraiment inspirées de ce fameux reportage, quoi. Donc il y a vraiment la levée du drapeau quand Servier arrive dans sa petite 205. Je dessine pas très bien les 205 d'ailleurs. Ça peut arriver. Je n'ai pas chipoté là-dessus. Il y a aussi un personnage très important dans la bande dessinée, si vous ne l'avez pas lu, c'est Hippocrate. Pourquoi avoir voulu utiliser Hippocrate et quel était son rôle dans la bande dessinée? Alors il nous fallait un passeur. D'abord, on s'est inspiré un peu d'autres BD, par exemple sur la cigarette, qui est le dossier sans filtre, où il y a un passeur qui est un personnage... Dans Sarkozy-Kadhafi aussi, il y a un petit personnage. Donc dans ces méandres d'histoire vraie, on a quelquefois besoin d'être tenu par la main par un personnage. Donc on a discuté, qu'est-ce qu'on va choisir comme pastille d'un personnage qui serait un passeur. Et très naturellement, je me suis dit, Hippocrate. Alors pourquoi Hippocrate ? C'est un médecin de l'Antiquité grecque qui est à l'origine d'une certaine idée de l'éthique, qui représente une certaine idée de l'éthique médicale, à tel point qu'à l'époque, Hippocrate avait écrit un serment pour ceux qui prenaient la robe de médecin. Alors ce serment a été réécrit à une sauce moderne par l'ordre des médecins, mais il est tout à fait remarquable et il est promis, chaque jeune étudiant en médecine qui devient docteur en médecine prononce
le serment d'Hippocrate devant ses pairs, en grande tenue et tout le tralala. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, souvent, certains éclatent en sanglots parce que c'est un serment qui est extrêmement fort. Donc c'est Hippocrate. Alors ça, c'est une chose. L'éthique médicale qui a été constamment ruinée par non seulement ce laboratoire, mais également ses affidés et un grand nombre de médecins, hélas. Deuxièmement, parce que Hippocrate était le personnage fétiche de Jacques Servier. Jacques Servier était passionné de culture et d'histoire antique. Il en faisait une espèce de monde de référence, et en particulier donc Hippocrate, notamment pour magnifier le métier. Et quand on rentrait dans le hall d'entrée de l'entreprise Servier, de son siège, notamment à Neuilly, il y avait inscrit en très grandes lettres, sous le portrait de Jacques Servier, donc on était vraiment dans le culte de la personnalité, qui frappait beaucoup les visiteurs. Et il y avait cette maxime d'Hippocrate, quand on a flûte, il est grand, attendez, j'ai un trou, et donc qui était aussi sur son site internet, qu'a repris François. Je lui ai envoyé le site et je lui ai dit, j'aimerais que... Alors, j'ai pas mes lunettes. Où est l'amour des humains? Là est l'amour du métier. Où est l'amour des humains? Là est l'amour du métier. En réalité, Jacques Servier se faisait une idée complètement désincarnée des humains. C'était des objets, des numéros, des dossiers, des patients, des diabétiques par exemple, dont il disait les diabétiques sont des gens très sympathiques. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être soignés longtemps et que ça va rapporter beaucoup d'argent. Donc il y a une vision absolument folle, là encore, des humains. Donc c'est l'amour des humains. En fait, c'est l'amour de ce que les humains peuvent rapporter à l'entreprise, si possible, s'il faut dans la sécurité sociale. Et l'amour du métier, oui, il considérait que son entreprise était comme une tribu biblique, traversant le désert et entourée par des hyènes et des loups, ce que tu as très bien représenté, parce que c'est aussi une vision, la vision qu'avait Jacques Servier de son entreprise. Donc vous voyez qu'Hippocrate est au cœur de tout ça. Alors ensuite, une fois qu'on a lancé l'idée d'Hippocrate, François a regardé les images et nous a envoyé l'Hippocrate que vous avez vu, là, qui est en pied, qui est absolument formidable. Voilà, vous le voyez là, Hippo. Donc on l'a appelé Hippo, parce que c'est plus sympa. C'est le petit côté qui rend les choses un peu plus légères. Sinon on se tire des balles, donc c'est très bien comme ça. Vous voyez que son cœur à droite, gauche et droite, là, est magnifique. Il représente une maladie compliquée à expliquer. Et pourtant, en 2 schémas, on a compris. On voit que les vaisseaux au centre qui sont dans les poumons de chaque côté, ils disparaissent. Et donc le sang passe plus, tout simplement. C'est très simple. Et donc vous avez Hippocrate qu'on a appelé Hippo. Et cet Hippo, il nous a bien rendu service. On le convoquait à chaque fois qu'on sentait que ça allait être un peu compliqué. Et puis Éric avait aussi l'idée que l'histoire étant complexe, il fallait que de temps en temps Hippo revienne nous dire, bon, on fait le point là. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc c'est à la fois un passeur de savoir, un passeur d'éthique, et aussi il met de la compréhension, il synthétise. Il dit, bon, il vous prend par la main en fait. Et puis des fois, il a votre parole aussi. Et des fois, il a notre parole. Alors toi, tu m'as dit que tu t'étais inspiré du grand Schtroumpf. Alors en fait, non, mais j'ai vu 2-3 statues, 2-3 photos de statues. Après, bon, je sais pas. Je pense que personne ne sait exactement comment il était, quoi. Mais après, bref, moi j'ai commencé à dessiner avec une barbe un peu plus courte, j'imagine, et plus ça allait, plus la barbe grossissait, et plus c'était mon côté fan de Peyo qui revenait. Donc oui, il ressemble au grand Schtroumpf. C'est un peu Dumbledore, des personnages très sympathiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une partie dans l'album qui est très importante, c'est les personnes qui sont malades. Et ces personnes qui sont malades, moi j'avais plusieurs questions par rapport à ça. C'était d'abord comment vous les aviez choisies, si ces personnes vous avez donné l'autorisation de les représenter. Et dernière chose pour vous, François, c'était comment c'était difficile. Est-ce que c'était délicat de mettre en image et une personne, mais la maladie aussi. Alors comment elles ont été choisies, ces personnes-là qui étaient malades d'abord? Je reviens juste à Hippo. Je ne remettrai à personne du poison. Ça, c'est le serment d'Hippocrate, qu'on a mis en exergue, évidemment. Juste
pour finir sur Hippo, pardon. Les victimes. Les victimes, ce sont bien évidemment les personnes auxquelles, en tant que médecin soignant et clinicien, ça a été ma première rencontre avec l'entreprise Servier. C'est via ces victimes qui m'accompagnent maintenant depuis plus de 30 ans. D'abord des victimes de l'isoméride, que je soigne depuis maintenant plus de 30 ans, puisque ma spécialité, c'est justement ces atteintes qui sont entre autres liées à l'isoméride, puis par le Mediator. Et donc, je connais personnellement des dizaines, des centaines, des milliers de victimes. Il y en a une d'ailleurs qui est à Saint-Malo, qui s'appelle Josie, et je vais aller la voir tout à l'heure. Donc c'est vraiment c'est mon moteur, puisque ces gens-là ne devraient pas être malades. Je suis en présence de gens qui ont été empoisonnés. Et leur drame de santé, les opérations à cœur ouvert, l'agonie, le décès, c'est parce qu'ils ont été empoisonnés. Donc, ils sont à la source d'abord de mes premières indignations comme jeune médecin, les victimes de l'isoméride, donc Anna, que tu as représenté, aussi Nicole Cabon, que tu as représenté, et puis, au fur et à mesure, Annie Auger, qui est une première victime du Mediator, mais à l'époque de l'isoméride, et qui a donné l'alerte. Donc en fait, ce sont les victimes qui sont les petits cailloux du petit pousset pour comprendre cette histoire et la dérouler. Donc, et puis ensuite, ce sont les victimes du Mediator. J'en trouve une, j'en trouve deux, j'en trouve trois. L'affaire éclate, et là, des centaines, puis des milliers de victimes se reconnaissent dans ce drame. Et bien évidemment, moi, je suis devenue, comme vous l'avez dit, d'abord pour comprendre ces lésions, je suis allée au bloc opératoire, etc. Ensuite, quand le scandale éclate, l'accompagnement de l'indemnisation, qui n'est toujours pas terminé aujourd'hui, l'accompagnement au pénal, etc. Donc c'est bien évidemment une histoire, c'est ce que j'ai dit lors du procès au pénal en appel. J'ai pas fait ce métier pour être un jour devant vous, la cour d'appel, avec derrière moi un cortège de milliers de morts et de victimes. Donc ce cortège, on l'embarque avec nous évidemment dans la bande dessinée, et on identifie certaines victimes particulièrement importantes, importantes à la fois pour comprendre l'affaire et à la fois pour comprendre le drame vécu par ces gens. Et juste pour vous donner un exemple, on consacre 6 pages, je crois, au drame de Cathy, qui est victime à la fois de l'isoméride et du Mediator. Elle a vu ses planches, elle était à ce moment-là réhospitalisée. Donc elle a été malade à partir des années 90-95. Et elle est morte en décembre 2022. Donc elle n'a pas vu la BD achevée. Elle a vu les planches. On a tout relu ensemble. Elle m'a envoyé un petit SMS pour me dire « Je suis d'accord avec tout ». Et elle est morte quelques jours plus tard, après une énième tentative de traitement de son pauvre cœur. Ça continue aujourd'hui, puisque voilà, j'ai eu un message de Nicole. Elle n'est pas dans la BD, mais elle pourrait l'être, qui a été opérée il y a 3 jours, très exactement, réopérée, etc., etc. C'est un drame sans fin, et on vous embarque là-dedans. Et là encore, je pense que le dessin de François est exceptionnel. Ouais, François, tout à l'heure, donc Irène le soulignait que les planches étaient entourées de noir pour bien les distinguer. Est-ce que c'était difficile de représenter des malades et la maladie en plus général, notamment la planche suivante où il y a comme des corps qui flottent dans la mer? Et l'autopsie aussi. Voilà. Il s'est coltiné pas mal de choses, François, qui me disait. Cette page-là, en l'occurrence celle-là, en noir et blanc, en fait, ça passe mieux. Et puis, moi, je peux aussi faire semblant de m'imaginer qu'en fait, ces gens-là sont juste en train de dormir, quoi. Pour cette page-là, particulière. Après, pour la représentation des victimes, parce que là, du coup, c'est quand même des anonymes. Pour les 6 ou 7 victimes en fait, qui sont représentées, et donc en fait, pour lesquelles, donc là, c'est Irène qui m'a envoyé les photos, et donc j'ai essayé de représenter des gens toujours en expliquant que moi je suis pas très bon portraitiste ni très bon caricaturiste, et là en l'occurrence je voulais pas faire de caricature, mais j'allais faire une personne qui les représente
Donc c'est un dessin qui va les représenter, mais c'est pas forcément eux. Il faut donc que les familles acceptent juste de me dire ok, on est d'accord sur cette représentation-là et on y va. J'essaye d'être fidèle, mais en même temps, forcément, je m'en éloigne. Pour toutes ces raisons-là. Et après, pour moi, ce qui était vraiment très très important, c'est le rapport qu'a Irène avec les victimes. Moi, je ne les connais pas. Je ne suis pas directement avec eux, mais quand Irène me dit c'est bon, la famille est d'accord, les dessins ça fonctionne, du coup je dis cool. Et du coup, il a fallu quand même un petit chignon par-ci. Voilà. Oui, c'est très bien. Même le chignon, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un chignon à une dame qui n'en avait pas sur les photos. Bon, ça c'était pas très grave. Vous dites aussi, Irène, qu'il y a eu forcément des... C'est Cathy. Voilà. Ça, c'était la personne. Le début. Vous dites aussi qu'il y a eu une pression énorme. Est-ce qu'autour de l'album, en lui-même, je ne vous parle pas des procès, est-ce qu'il y a eu une pression? Est-ce que l'album il a été relu par le service juridique de Delcourt ou un avocat ou... Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des pressions particulières ou ça a été libre et Delcourt vous a éloigné de ça? Je vais prendre la parole 2 secondes et puis après je vais te laisser. Clairement, moi je me suis mis la pression. Ouais. Ah, ok, dans ce sens-là. Moi je l'avais vraiment. Du coup, d'habitude je fais vraiment de la pure fiction et là il y avait quand même un enjeu. L'enjeu c'est les victimes quoi en fait. Donc du coup c'était assez compliqué et donc je dessinais en marchant sur des œufs. Voilà. Et ensuite, Irène est en contact permanent, je pense, avec 1 ou 2 avocats. 2, du coup, qui a Alors en fait, aussi, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une relecture par l'avocat de Delcourt, parce que Delcourt, qui commence à avoir une certaine expertise dans les docus graphiques. Les BD reportages, voilà, les algues vertes. Les algues vertes, bien notamment. évidemment, et Sarkozy, Kadhafi. Les algues vertes, ils avaient eu des attaques, ils ont été attaqués, donc ils ont compris qu'il fallait vraiment bien blinder. Surtout que souvent ce sont des attaques pour intimider, puisque... Une espèce de procès-bâillon pour faire peur. Oui, c'est pour faire peur, ça fait partie des techniques d'intimidation, mais on peut être très très emmerdé avec ce type d'attaque, parce que derrière il y a des très gros moyens juridiques en fait. Il faut beaucoup d'argent, et pour se défendre il faut de l'argent, donc c'est très pénible. Moi j'en sais quelque chose, puisque mon livre d'alerte initial, édité en 2010, a été attaqué et condamné en justice en première instance, et finalement on a gagné un appel, mais je peux vous dire que ça n'a vraiment pas été marrant, et on le raconte dans la BD. Donc il y a un risque juridique. Delcourt en est parfaitement conscient, et donc quand l'histoire a été finalisée, le manuscrit dessiné a été confié à un avocat qui nous a fait un retour avec beaucoup de remarques. Voilà, en particulier pour vraiment être sûr qu'on avait les bonnes sources, etc. etc. C'était le sourçage, les sources que nous utilisions, qu'il fallait vraiment être... Donc j'ai renvoyé un dossier à Delcourt avec toutes les sources parfaitement précises, circonstanciées, de tout ce que nous disions et que nous demandait l'avocat. Ensuite, en ce qui concerne les victimes, les avocats de Delcourt étaient même prêts à leur faire signer quelque chose. J'ai dit ça, il n'y en a pas question, parce qu'elles ont d'abord, souvent, elles ont signé des conventions avec Servier pour être indemnisées et qui comportent des clauses de confidentialité. Donc, moi, je peux parler pour elles. Je vais obtenir leur accord d'une façon ou d'une autre, mais je ne signerai rien, je ne leur ferai rien signer. Et en plus, pour moi, c'était impossible. C'est-à-dire qu'on fonctionne sur une confiance. Mais cette confiance, bien sûr, il faut quand même... l'avocat a eu raison de me dire, il faut quand même blinder complètement. Ça peut être un choc de découvrir des images, etc. Donc, on a eu des allers-retours avec ces familles de victimes. Et ça a été d'ailleurs extrêmement émouvant. Voilà, je peux vous dire, par exemple, Cathy. Je dois la voir là. Pardon. Pardon, ça va venir. Enfin bref. Donc ça a été. Alors ça a eu d'ailleurs un effet secondaire, cette histoire-là. C'est que en reprenant contact avec des victimes anciennes aussi, avec des médecins, j'ai absolument tout vérifié. Ça m'a permis de faire citer
un certain nombre de témoins au procès en appel. Par exemple, on parlait de Nicole Cabon, qui est une victime de l'isoméride. J'ai pu contacter son fils, elle est morte en 2000. J'ai pu contacter son fils, je m'aperçois qu'il est avocat à Versailles, et je voulais vérifier on était d'accord sur les dates, sur les chignons, sur les etc. Et je l'avais jamais eu au téléphone, j'ai retrouvé sa trace via l'association HTAP France, et puis on discute. Puis au bout d'un moment, il éclate en sanglots. En me parlant de sa maman, c'est un grand gaillard, 45 ans, ou quelque chose comme ça, 50. Il me parle de sa mère, il me parle du calvaire de sa mère, qui est une vieille histoire, elle est morte il y a plus de 20 ans, et il éclate en sanglots. Et là, je me dis, ça, il faut aller le raconter aussi au procès. Je lui dis, est-ce que vous seriez d'accord pour venir témoigner au procès? Et donc, ce grand gaillard s'est pointé pour raconter l'histoire de sa mère, qui n'a rien à voir avec le Mediator, qui est le crime de l'isoméride. Et il a raconté ça devant le tribunal. Les avocats de Servie étaient furieux en disant c'est pas le procès de l'isoméride, et le juge les a coupés en disant ça nous intéresse, nous savons parfaitement de quoi nous sommes saisis, mais nous voulons écouter ce qu'il a à nous dire. Donc vous voyez, cette histoire elle s'arrête jamais entre le réel et puis ce que nous représentons et la fiction. Alors, je n'avais pas vu l'heure, mais l'heure a tourné assez vite. Il reste que quelques minutes, donc est-ce que 5 minutes même. Avant de vous donner la parole, je vous donne quelques indications. François et Irène seront en dédicace cet après-midi sur le stand Delcourt entre 15h et 17h. Et demain, dimanche, entre 13h et 14h30. Donc si vous voulez passer pour continuer de discuter avec eux ou faire des dédicaces, n'hésitez pas à passer sur le stand Delcourt. Comme ça, je n'oublie pas. Il n'y a que 5 minutes, je suis désolé. Donc est-ce que par hasard, dans le public, il y a des questions ? Monsieur, avec des lunettes là-bas, s'il vous plaît. Je vais parler fort. Non, c'est mieux d'avoir... Oui, il faut bien le sonoriser. Bonjour. Ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est mieux comme ça. Bonjour, j'ai lu votre bande dessinée par hasard il y a 2-3 mois. Et comme ça se termine sur le procès en appel, justement, qui n'a pas encore... Et sur une pétition aussi. Oui. J'ai oublié de dire, ouais. Si oui. cette histoire vous énerve, il y a une pétition. Exactement. Je voulais avoir des nouvelles par rapport à ce qui s'est passé en 2023, parce que j'ai fermé la bande dessinée, j'ai tout de suite été voir procès en appel, et je me suis dit, tiens, j'ai rien entendu à la radio. Alors, il y a de l'actualité en ce moment, mais bon, voilà. Donc, je voulais savoir si le procès avait vraiment eu lieu ou s'il avait été décalé. Je me suis posé la question parce que la justice, souvent, est très longue. Voilà. Ben merci, oui. Donc, il y a eu un procès en appel au Palais de justice de Paris, dans la grande salle qui a jugé les grands drames de terrorisme. Le Bataclan, entre autres. Ça a été jugé dans une salle qui a été faite au centre du tribunal d'appel de Paris, qui est sur l'île de la Cité. Et cette salle a été utilisée pour le procès du Mediator. Et ça s'est passé de janvier à juin 2023. Alors c'est vrai que la presse, si on cherche bien, on trouve quand même quelques articles, mais généralement la presse couvre très peu les procès en appel. Et c'était un peu une chance. La publication de la BD début 2023 a permis de relancer l'intérêt pour cette affaire-là et a permis qu'on soit effectivement... il y a eu quand même une communication importante. Ce n'était pas complètement calculé mais ça s'est très bien trouvé. Ce procès s'est, de mon point de vue, bien passé. Ça ne concernait plus que Servier. L'Agence du médicament a été définitivement condamnée lors du premier procès qui s'est déroulé entre 2019 et 2021. Définitivement condamnée pour blessure, homicide involontaire par négligence. Elle n'a pas fait appel. Elle a reconnu ses torts. En tout cas, l'agence en tant que personne morale. Les experts qui ont fauté restent bloqués sur on n'aurait pas pu faire mieux. Bon, à part une paire de baffes, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ensuite, Servier a été condamné en première instance, mais ce que vous avez vu dans la BD, c'est qu'on a été quand même assez déçus par ces condamnations. On ne les a pas trouvées à la hauteur. On a trouvé que c'était très frileux comme jugement. Ce qui a été aussi l'avis du parquet, qui a fait appel de ce jugement. Il y a eu une relaxe pour escroquerie, relaxe pour... bref. Donc, et Servier a fait appel derrière. Ce qui était assez logique. Je pense que Servier se serait bien passé de cet appel. Donc, le procès en appel ne concernait plus que Servier. Ce qui était intéressant, parce que ça permettait de retracer tout ce crime chimiquement pur depuis le début, depuis les années 60. Et la vision de la Cour d'appel a été celle-là.
C'est-à-dire de dire cette affaire-là, finalement, on ne peut pas la comprendre si on ne suit pas la trace, vous qui avez lu la BD, de la norfenfluramine, c'est-à-dire le poison que délivrent tous ces produits dans l'organisme et qui attaquent le cœur. Et donc, ce procès a eu lieu. De mon point de vue, il s'est très bien passé. J'ai trouvé que les juges étaient plus adaptés. Par contre, le délibéré sera connu le 20 décembre. Et vraiment, c'est là où on se rend compte que voilà, tout tient à un homme ou deux. Parce que le juge est connu, le président de cette cour est connu pour être un bon juriste, un gros bosseur, mais qui peut rendre des délibérés extrêmement déroutants. Donc, on s'attend à tout, au meilleur ou au pire. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question parce que après nous, il y a une autre rencontre dans un quart d'heure. Donc, je suis désolé, madame. Pardon. Bonjour, je voulais vous remercier. Parce qu'en tant que professionnelle, je suis médecin moi aussi. Moi, j'ai connu cette histoire par l'isoméride aussi en tant qu'externe. Donc dans les années 89, 85, 80, la mise sur le marché jusqu'en 97. 90. Il se trouve que ce médicament-là a été pris par ma mère depuis 3 ans quand j'ai fait l'entrée d'une patiente dans l'AREA pneumologique où j'étais externe, où j'étais étudiante. Je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, l'isoméride, ce serait bien que tu arrêtes. Oui, mais tu comprends, ça m'a vraiment fait perdre du poids. Dès que j'arrête, je reprends. Et en fait, il a fallu des années pour que son médecin traitant, qui s'est renseigné parce qu'elle lui a transmis mes inquiétudes, lui finisse par lui dire non, c'est fini, je ne peux plus vous prescrire. Et quand le Mediator est sorti, elle m'en a parlé. Elle dit non, maman, c'est le même. Tu prends pas, c'est le même. Donc, oui, et donc, voilà, moi je l'ai vu pour les patients, pour ma famille, et après, pour revenir sur le côté secte, j'ai eu à prendre en charge, puisque je suis urgentiste, donc aux urgences, un monsieur qui, lui, était un représentant du laboratoire, qui a été alerté par les échos que lui faisaient remonter les médecins qui prescrivait après ces passages et qu'il revenait voir après, et qui a fait remonter, parce que 1, 2, 3, au bout d'un moment, il a fait remonter quand même qu'il y avait quand même beaucoup de médecins qui mettaient en doute et qui trouvaient qu'il y avait des choses bizarres. Et il a été, lui aussi, il s'est fait rouler dessus par le rouleau compresseur, et il a fini, il a perdu son travail, il a perdu sa famille, il a fini addict à plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, lui aussi, il est mort. Et je pense qu'il est mort à cause du Mediator, lui aussi. Oui, donc tout à fait. Merci pour votre témoignage qui est assez exceptionnel, puisqu'à la fois, vous êtes médecin, famille de victimes et témoin de la façon dont les représentants de Servier qui osaient se rebeller étaient littéralement broyés. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de ces visiteurs médicaux quand ils prenaient conscience qu'il y avait des problèmes de sécurité et qu'ils osaient le dire. Leur vie devenait un enfer. Et comme là, pour le coup, c'est eux la mafia, c'est pas moi. Et on se fait rouler dessus comme dans une mafia. Avec, il y a eu des menaces de mort sur les acteurs qui ont lutté contre l'isoméride. Pas pour le Mediator. Moi, j'ai pas reçu de menace de mort. C'est presque dommage parce que c'est moi qui leur aurais roulé dessus si j'avais reçu ça. Bon, on se débrouille autrement. Voilà, c'est pas souhaitable, évidemment. Alors, on est obligé de terminer. Désolé pour ceux qui avaient encore des questions. N'hésitez pas donc à passer sur le stand. Moi, je suis disponible. Oui, même après, bien sûr. On est sur le stand Delcourt. J'ai un superbe tampon Exactement. de dédicace et puis on sera avec François pour vous accueillir et puis répondre aussi à vos questions. Voilà. Donc, le Mediator, un crime chimiquement pur chez Delcourt. Donc, Éric Giacometti, Irène Frachon et François Duprat. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas la bande dessinée, à aller la feuilleter, à regarder. Je tiens à remercier donc François et Irène d'être venus aujourd'hui parler avec nous pendant 1 heure de l'album. Merci à vous, le public, d'être venus nombreux. C'est toujours très agréable, on est d'accord, de parler d'albums difficiles mais très importants pour tout. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci.